Vous regardez New York Info. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Notre invité du jour, c'est Dr Folie Gada. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à tous les spectateurs, les téléspectateurs de New World TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un acteur politique togolais, vous venez de lancer officiellement un nouveau mouvement dénommé Citoyens Unis pour l'intégration. Pourquoi et comment est née cette initiative ? Le lancement de notre mouvement politique était très attendu, d'autant que depuis notre éloignement de l'Union des forces de changement, l'UFC, nous y avons mis environ 3 ans pour réfléchir. Et nous avons beaucoup réfléchi, moi personnellement, et des amis autour de moi. Nous avons pensé à travers les soubresauts de la 4e République, les difficultés de l'alternance au Togo, l'expérience de l'Union des forces de changement, qui est une expérience très avancée en termes de stratégie politique. Le fait que l'un des plus grands partis d'opposition se soit lié politiquement avec le plus grand parti au pouvoir, le RPT de l'époque, de 2010, pour gouverner le pays ensemble. C'était historique, cela a été mal compris par nombre de populations togolaises, nombre de militants du parti, et cela a donné certains résultats qui sont positifs. Mais il y a des objectifs stratégiques de cette union, de cette convention, si vous voulez, qui n'ont pas été atteints. Et à côté de cela, il y a les partis d'opposition, les autres partis d'opposition qui ont observé, qui ont suivi cette alliance comme des spectateurs, comme des partis périphérisés, puisque on a vécu au Togo comme une alliance des deux grands, un peu comme la Russie et les États-Unis au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les deux grands du pays qui vont s'allier après l'APG. Et tout ceci a créé de la frustration dans le mouvement de l'opposition classique. Et toutes les difficultés que l'Union des forces de changement a connues pour agréger autour d'elle les partis de l'opposition, tout ceci nous a conduit à poser beaucoup de questions, à nous questionner. Quelle est la finalité de l'opposition politique au Togo ? Pourquoi l'opposition politique n'arrive jamais au pouvoir ? Et si on se réfère aux dernières élections présidentielles de Agbeyom Ekodjo et de Monseigneur Podjoro, où ils avaient atteint un pourcentage quand même avancé, presque 20%. Mais il n'y a jamais eu d'alternance. L'opposition qui grandit et qui s'en va. Une nouvelle classe de l'opposition qui est en train de naître. Et quelle doit être la nouvelle marche pour une construction du microcosme politique togolais, une bonne gouvernance. Tout ceci nous a conduit à réfléchir. Et à la fin, à l'issue de cette réflexion, j'ai eu l'opportunité de rencontrer de nouveau M. Olympio, à qui j'ai dû dévoiler les réflexions, les conclusions de nos réflexions et la décision de rentrer dans le champ politique, non pas en tant que parti politique, mais en tant que mouvement politique. La différence entre le mouvement politique et le parti politique vient du fait que le mouvement est une construction qui vient d'en haut. Il ne vient pas d'en bas. Ce sont des leaders qui ont une élaboration du champ politique, qui ont des propositions politiques, qui les apportent au peuple et leur demandent de les suivre. Ça, le mouvement du mouvement. Le mouvement du parti, par contre, ça part du sol, ça part des populations, ça part de revendications, ça part de situations civiques différentes et ça s'institutionnalise en parti politique, un peu comme on l'a vu en Angleterre avec le Labour Party, les partis des travailleurs, les partis des paysans, ce sont des réalités sociales qui, si vous voulez, syndiquées, qui finissent par devenir des appareils politiques. Aujourd'hui, nous avons vu que le Togo a connu cette situation. Depuis les années 60 d'ailleurs, les revendications pour la libération du Togo ont fini par constituer un parti, le parti de l'unité togolaise. Après, il y a eu d'autres revendications qui ont constitué d'autres partis. On a fait les années 60, 70, 80 à partir de ce mouvement. Aujourd'hui, je crois que le Togo a tellement de partis politiques qui sont en jachère.
Justement, on va revenir pour poser la question, pourquoi créer un nouveau mouvement alors que le pays en compte déjà un mouvement et partis politiques ensemble, au total 124. Mais avant, vous avez également dans vos explications rappelé ou sinon relevé quelques mots dont souffrent ou ont souffert certains partis politiques, parlant de division en interne. Mais comment aussi, quelle est la méthodologie nouvelle ou la stratégie nouvelle que vous voulez impulser pour faire la différence? Voilà. L'analyse de tout ce que nous avons vécu nous a conduit à une conclusion. Nous sommes en train de nous mouvoir politiquement suivant des référents politiques étrangers. Le principe selon lequel quelqu'un, il est au pouvoir, il gouverne, il essaie de gérer le pays. Et il y a d'autres qui sont légalisés, constitués pour le déranger, pour le critiquer, lui mettre les bâtons dans les roues. Et ces autres, on les appelle opposition. Ils ont d'ailleurs un statut. Alors, ce mouvement politique, qui est un mouvement historique, nous avons pensé qu'il est délétère pour l'Afrique. Les réformes des années 90, avec le multipartisme, qui est devenu un scénario de guerre, de contraposition, de turbulence, nous devons le dépasser. Et nous, en tant que mouvement politique citoyen, mouvement politique, nous disons que nous devons aujourd'hui travailler dans le sens de la construction de notre pays. Non pas pour déranger ceux qui gouvernent, mais pour peut-être contribuer à une meilleure gouvernance. Si on ne peut pas contribuer à une meilleure gouvernance, qu'on se taise et qu'on laisse ceux qui gouvernent faire de leur mieux, jusqu'au moment où l'opportunité nous sera donnée, peut-être un jour, si la nature le veut, de monter également aux affaires et de faire ce que nous pouvons faire. Donc notre mouvement politique inaugure, je veux dire au Togo, une nouvelle acception de l'opposition. Ce n'est plus l'opposition politique classique, mais c'est une opposition à des pratiques inciviques. On va s'opposer, bien sûr, mais à des pratiques qui sont anti-républicaines, comme la corruption, comme l'incivisme routier, comme plein de choses qui constituent aujourd'hui des plaies dans les côtes des populations togolaises. Ce n'est pas nous opposer à quelqu'un, ce n'est pas nous opposer à un groupe de personnes qui gouvernent. C'est bien différent. Et c'est cette approche nouvelle que les citoyens unis pour l'intégration veulent introduire dans le champ de la construction politique togolaise. Alors, on vous connaît sur la scène politique togolaise en tant que militant du parti de l'opposition UFC, Union des Forces du Changement, avec le lancement du mouvement pour l'intégration, du mouvement citoyen uni pour l'intégration. Oui. Dites-nous, y a-t-il une différence ou quel est le point commun? Est-ce que vous êtes toujours aux côtés de l'UFC ou non, en clair? Alors, une réponse très simple. Je ne suis plus de l'UFC. Et cela remonte à 2022. D'abord en 2019, par une lettre que j'avais écrite au président, mais que j'ai dû substantialiser physiquement durant une rencontre avec lui. Donc depuis 2022, je ne suis plus de l'UFC. Voilà, c'est pourquoi vous ne me voyez plus ni communiquer pour le parti, ni participer aux activités politiques du parti. J'ai pris 3 ans de réflexion qui sont arrivés à expiration en cette année 2025. Et avec certains amis, nous avons donc lancé ce mouvement citoyen uni pour l'intégration qui a 3 objectifs, si vous permettez. Allez-y. Le premier objectif, c'est de contribuer à la meilleure gouvernance de notre pays. Ça veut dire aider ceux qui gouvernent, quelle que soit la position où se trouve ce système de gouvernement. Je veux parler du centre ou encore des positions décentrées, comme les régions ou les communes. Nous sommes là pour aider ou contribuer à une meilleure gouvernance. Le second objectif, nous voudrions aussi conquérir le pouvoir. Parce que nous contribuons dans l'idée d'améliorer. À un moment donné, vous vous sentez appelé à conquérir le pouvoir vous-même. Donc ce n'est pas exclu. Et le troisième objectif, c'est l'exercice du pouvoir. Mais cet exercice du pouvoir peut commencer à tous les niveaux, à tout moment. Par exemple, dans des compétitions électorales qui viennent, notre mouvement pourrait être protagoniste. L'idée, c'est d'exercer le pouvoir, mais le pouvoir au niveau décentré, ou si vous voulez décentraliser à partir de la base. Voilà donc les 3 objectifs de notre mouvement qui poursuit
une idée du politique qui ne se base plus sur les référents occidentaux. Je répète, c'est une dimension qui nous tient beaucoup à cœur. La pensée hegelienne qui veut que, avant qu'il y ait du bon, si vous voulez, du beau, de l'esthétique, du bien, il faut qu'il y ait une thèse et une antithèse. Avant qu'il y ait une synthèse, il faut qu'il y ait thèse et antithèse. C'est la pensée occidentale. Nous pensons que ce n'est pas nécessaire de créer l'antithèse pour qu'il y ait du bon. On peut renforcer, aider, contribuer autant qu'on peut à l'action positive qui se dresse et qui se fait par des acteurs. Ne pas critiquer toujours, même lorsque ce qu'on fait est bon. Vous savez, aujourd'hui, une grande partie de l'opposition togolaise est confuse devant des prouesses que, objectivement, le gouvernement central a fini par faire. Il y a beaucoup de prouesses, par exemple, au plan international, au plan de la diplomatie, même au plan national, il y a beaucoup de secteurs sur lesquels il y a eu beaucoup d'évolutions. Il faut apprécier. C'est vrai, il y a des secteurs où on peine à améliorer, à aller de l'avant, et il faut faire des critiques positives, il faut donner de l'énergie positive pour aider à avancer. Citoyens unis pour l'intégration, comment définissez-vous l'intégration dans ce contexte et quelles sont, selon vous, les principales problématiques d'intégration que le pays connaîtrait? D'abord, il y a l'intégration au plan national, dans l'intégration de notre mouvement, et il y a l'intégration au plan africain, négro-africain. Donc, n'oublions pas que les citoyens unis pour l'intégration furent le mouvement panafricain à la gare. C'est le mouvement panafricain à la gare que nous pilotions, qui s'est arrêté à un moment donné, qui s'est restructuré en citoyens unis pour l'intégration. Donc nous avons un fonds fondamentalement panafricaniste. Donc l'intégration est d'abord nationale. Pourquoi? Vous savez, quand vous suivez la façon dont nos États, le Togo a été constitué, vous découvrez une panoplie de communautés que certains ethnologues étrangers ont appelées ethnies, qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas réussi à s'intégrer, jusqu'aujourd'hui n'ont pas réussi à s'entendre. Or, les tensions de cette mésentente qui est sociologique se répercutent sur la gouvernance politique du pays, dans l'attribution des marchés, dans l'attribution des objets de valeur, c'est-à-dire des postes, des biens matériels, de l'argent, des positions qui peuvent être juteuses. Il y a un arbitrage compliqué qui se fait sur la base des appartenances ethniques. Des fois, cet arbitrage crée des tensions. Cela se passe au plan politique. Nous l'avons vécu dans nos partis politiques. Il y a des fois où, lorsqu'il y a un poste, c'est compliqué de choisir quelqu'un pour le poste parce qu'il y a des relents ethniques, si vous voulez, intracommunautaires, qui compliquent la décision du président du parti. À l'université de Lomé, par exemple, il y a des réglages que nous faisons. Quand le président est du Sud, le président de la DAS est du Nord. Je crois que même au niveau de l'État aussi, il y a ces réglages qu'on fait entre le président de la République, le président du Conseil peut-être bientôt, qui ne seront pas de la même communauté. Alors, je vois, et avec certains amis, nous pensons... Vous y voyez là une inégalité de chance ou comment mieux équilibrer les choses alors? Bien sûr, absolument, absolument. Il y a une inégalité fondamentale dans l'accession aux ressources. Et cela est dû au fait qu'on n'a pas résolu le problème de l'intégration nationale. On n'a pas trouvé de formule. Ceux qui étaient venus avant Eyadema avaient pensé à la réconciliation tout simplement ou à une certaine unité. Mais Eyadema, il a pensé à un rassemblement dans un creuset politique unique, ce qui n'a pas marché avec les cris des années 90. Après, on a fait le multipartisme et les différentes identités qui s'entrechoquent se sont constituées en partis politiques et depuis, on n'a pas la paix. On a connu presque une guerre civile au Togo dans les années 92-93. On a connu des turbulences au plan politique. À chaque moment, généralement lors des élections, les incompréhensions, les controverses politiques se déclinent en controverses communautaires. Alors, on ne peut pas nier qu'il y a un problème d'intégration au Togo au niveau national. C'est cela qui est la première dimension de l'intégration. Nous voulons travailler pour une intégration parfaite de toutes les communautés au Togo, pour qu'il y ait une équité à l'accès aux ressources stratégiques et aux ressources vitales du pays. Au plan international, panafricain, nous aimerions et nous travailler pour l'intégration africaine. Mais ici, permettez-moi de préciser qu'il ne s'agit pas, pour ce qui nous concerne,
de l'intégration continentale. Parce que nous considérons que certains peuples de l'Afrique continentale ne font pas partie de la communauté de destin des peuples africains, négro-africains. On ne partage pas, on n'a pas partagé les mêmes malheurs, les mêmes douleurs, les mêmes honneurs, les mêmes âges d'or en tant que peuple en Afrique. Nous, les négro-africains, nous constituons un peuple particulier sui generis. Et lorsque je parle de l'intégration au niveau continental, j'entends l'unité des pays négro-africains, des communautés négro-africaines d'abord. Si vous me posez la question de savoir où je mets les pays du Nord, qui sont des pays arabes ou encore des communautés berbères, je vous dirai tout simplement qu'il est possible d'avoir en Afrique une union africaine globale sur le fondement anthropophysique, c'est-à-dire le continent en tant que croûte terrestre, et une union africaine sui generis qui est constituée seulement des pays africains négro-africains. Nous en avons le droit sur la base des documents les plus prisés du droit international. Je cite par exemple le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui nous autorise, un peu comme avec le pan-slavisme ou le pan-arabisme ou le pan-germanisme, nous autorise à être des pan-africains à l'intérieur de l'Afrique. Les Allemands, ils ont fait le pan-germanisme, ils ne sont pas sortis de l'Europe, ils sont dans l'Union européenne. Nous, les États négro-africains de l'Afrique aujourd'hui, nous pouvons constituer notre union africaine, notre pan-africanisme à l'intérieur du continent, tout en gardant l'unité, l'Union africaine globale qui existe aujourd'hui. Voilà donc notre effort, le sens dans lequel iront nos efforts pour l'intégration au niveau africain. En tout cas, on peut le voir, vous mettez beaucoup l'accent sur la réflexion en forme de think tank au sein du mouvement, réfléchir à des enjeux de l'heure justement. Et sur le plan politique, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la création de l'AES et aussi du retrait des 3 pays que compose cette nouvelle organisation de la CEDEAO, la question de l'intégration est questionnée par beaucoup. Comment quel regard vous portez-vous sur cette réalité? Bien, je suis peut-être un politique qui va vous décevoir parce que je suis très favorable à l'AES, tout en étant un fils de la CEDEAO. Je crois que les pays de l'AES ont pris une route qui sera salutaire non seulement pour eux, mais aussi pour les autres pays de la CEDEAO. Ils sont tous des pays engagés pour l'intégration ouest-africaine. Attention, le Niger, le Mali, le Burkina, ils veulent l'intégration ouest-africaine. Ils ne sont pas sortis de l'objectif de l'intégration. Les autres pays de la CEDEAO également veulent l'intégration. La différence, c'est que l'AES veut une intégration qui se base sur des fondements idéologiques, politiques, culturels endogènes de l'Afrique, des peuples. Et non une intégration qui participe à un projet géopolitique exogène étranger, où l'intégration sera guidée et conçu, élaboré, monitoré par des puissances étrangères. C'est là le départ et le contentieux entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Je ne vous apprends rien. Je suis, comme vous, à la télévision du Nouveau Monde. Et dans le Nouveau Monde, c'est la vérité que nous disons. Et nous pensons que l'Afrique ouest-africaine, la zone ouest-africaine, va continuer par s'intégrer à travers des mécanismes de compréhension intégrative entre l'AES et les autres pays de la CEDEAO. Les principes géopolitiques sont à redéfinir? Tout à fait. Bien évidemment, pour ce qui concerne le commerce étranger, le commerce international et la sécurité, il y aura une redéfinition des principes géopolitiques. Mais pour ce qui concerne le statut des citoyens, il n'y aura pas, en tout cas jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un grand changement. D'autant que aussi bien la CEDEAO que l'AES ont accepté de continuer par garantir la libre circulation des personnes. Des personnes, pas des biens. Pour les biens, c'est-à-dire le commerce, il y aura des arrangements fiscaux qui vont être faits finalement. Mais la libre circulation des biens n'est pas non plus négligeable. Elle est importante. Mais la libre circulation des biens engage des procédés plus profonds et plus compliqués, puisque les biens renvoient à tout ce qui concerne le commerce international.
Voilà. Pour revenir donc à votre mouvement et aussi son action, à ses actions à venir au Togo, comment pensez-vous que le mouvement citoyen uni pour l'intégration peut contribuer concrètement à un changement politique et social au Togo? Nous travaillerons pour l'unité togolaise, pour l'unité du Togo. L'unité des différentes forces qui animent le Togo d'aujourd'hui. Et nous pensons y arriver parce que les Togolais sont munis d'un bon sens. Et vous savez, lorsque nous parlons des référents africains de notre action politique, il y a des sources inépuisables qui nous inspirent. Vous savez que nous sommes tous, pour la plupart, les peuples du Togo, nous venons de la vallée du Nil. La vallée du Nil est notre source. Et dans la vallée du Nil, nous avons une notion qui parle de l'unité. C'est la notion du Taoui, ou bien encore du Sema Taoui. Et nos anciens qui ont inventé les structures sociales les plus élémentaires, comme la famille par exemple, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, ce sont nos anciens en Afrique, les Égyptiens. Ils ont inventé l'équilibre politique, l'équilibre social et politique. Et suivez très bien, il n'y a pas d'opposition à la hegelienne dans la culture politique africaine. Nous sommes en train de nous perdre avec la démocratie pluripartiste inventée par les Européens. Je crois qu'il y a 5 éléments, peut-être sur lesquels je vais m'arrêter. Si vous ne voulez pas m'arrêter, moi-même je m'arrêterai. Il y a d'abord la vie. L'unité politique que nous avons appelée le Taoui va conférer à notre pays le Ankh. Le Ankh, c'est la vie. Il va conférer la stabilité que nous appelons le Djedet. Il va conférer le pouvoir ou la puissance que nous appelons le Was. Et tout ceci va permettre à l'autorité souveraine qui gouverne le Togo de gouverner dans la paix, le Hotep. Non seulement dans la paix, mais dans la prospérité, le Roudja. Et ce sont des notions de politique et d'économie tirées de la pensée africaine. Je pourrais vous faire une explication détaillée de toutes ces notions dans la construction politique sans citer le seul auteur occidental. Tout est puisé de la pensée africaine. C'est pour dire que nous pouvons reconstruire nos États à travers de nouveaux référents qui sont tirés de notre culture. Africaine. Pardon ? De la culture africaine, tirée de la culture africaine. Bien sûr. Et le mouvement citoyen uni pour l'intégration va s'employer à travers la négociation politique, à travers les discussions politiques, arriver à insuffler cette énergie, cette connaissance nouvelle à notre pays, en tout cas qui est un petit réceptacle, pour commencer par le Togo. Docteur Follier-Cuir, à vous entendre, on est tenté de se poser la question, est-ce que tout citoyen, tous les citoyens togolais ou tout type de Togolais a sa place dans ce mouvement, ou sinon, quelle est votre stratégie pour mobiliser les citoyens pour soutenir cette initiative? D'abord, merci pour cette question. Je dirais que tous les citoyens togolais ont leur place dans le mouvement, et non pas seulement dans le mouvement, mais dans le Togo d'aujourd'hui et de demain. Et nous n'avons aucune stratégie particulière pour mobiliser les citoyens togolais. Parce que notre objectif, ce n'est pas de faire des membres de mouvement. Ce n'est pas de faire des militants de notre mouvement. Notre objectif, c'est de faire des Togolais qui comprennent la pensée politique et les actions politiques que nous menons. Ils peuvent ne pas être des membres, mais ils soutiendront les idées que nous porterons à l'opinion bientôt. Je suis un politiste à la base et un historien. Et vous savez bien que la meilleure arme pour faire de la politique au XXIe siècle, c'est la communication. Nous communiquerons nos idées, nos idéaux, et nous ferons nos actions que nous avons toujours faites, les actions caritatives. Parce que nous sommes nés comme un mouvement social qui octroie des bourses et qui pose des actions sociales. Nous allons continuer de le faire. Si nous avons des financements, c'est pour faire du bien aux populations. C'est justement où je peux poser la question. Quels sont vos axes prioritaires au sein du mouvement? D'abord, nous avons comme priorité le statut des prisonniers au Togo. Et il y a un projet que déjà nous avions lancé en 2019 qui va continuer, qui concerne les prisons et les prisonniers du Togo. Un autre projet va concerner la jeunesse. Et ce sont des projets que nous mettrons en exécution dans des poches réduites. Parce qu'une fois que le projet réussit, le projet devient paradigmatique, on peut le faire, le multiplier ailleurs. Et à côté de ça, nous voulons proposer aux Togolais et au Togo le modèle de la zone rurale moderne. Donc nous avons choisi 2 villages dans les plateaux. Non, un village dans les plateaux et un village dans le Yoto, donc dans la région maritime, que nous allons entraîner dans
processus de développement rural particulier. Pour faire de ces modèles, pour faire de ces villages des modèles à implémenter dans tout le Togo. Parce qu'il y a un problème fondamental, les villes togolaises sont pleines de chômeurs, sont pleines de mauvaise vie, alors que les villages sont vides. Tout le monde vient vers les villes parce que nous avons abandonné les villages. Nous devons, à partir de la nouvelle pensée politique, revoir la politique du village, la politique de développement, de progrès, de prospérité de nos villages. Voilà donc les actions que nous menons, au-delà de la réflexion politique, qui peut être utile à nos militants ou à tous ceux qui nous écoutent, aux autres partis politiques, aux autres acteurs politiques, aux partis au pouvoir, qui peut tirer également des idées de lumière du travail de réflexion politique que nous faisons. Alors, vous avez annoncé en début de cette émission que vous préparez pour les échéances électorales à venir, notamment les élections communales. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, nous avons autour de nous beaucoup de jeunes et de jeunes hommes, de jeunes femmes qui veulent apprendre à exercer le pouvoir à la base. Donc, en tant que mouvement politique, nous devons juste les accompagner, les soutenir, les préparer à participer aux joutes électorales qui viendront. Et comment vous préparez-vous, comment appréhendez-vous ces élections à venir, alors que les expériences passées ont presque démontré que le citoyen lambda togolais on peut perdre confiance ou démissionne un peu aux côtés de partis ou de mouvements politiques? C'est vrai. Nous ferons de notre participation un réceptacle pour passer un message d'espoir dans ce qu'on appelle le leadership politique. Il faut que les Togolais commencent par croire de nouveau en le leadership politique. N'oublions pas, le gouvernement ou la gouvernance est un principe naturel de la société des hommes. Il faut toujours qu'il y ait des leaders, il faut toujours qu'il y ait des gouvernants, et il faut que les peuples croient en leurs gouvernants. Je crois que la désillusion que nous avons vécue depuis des années 2010 jusqu'à aujourd'hui en particulier, pourra redevenir, n'est-ce pas, une lueur d'espoir. Parce qu'il n'y aura pas de développement politique, développement économique, développement social et culturel sans les lumières qui viennent dans l'esprit des visionnaires. Des politiques sérieux, des hommes politiques nouveaux, sérieux, qui sont prêts à se battre pour le bien de leur communauté de base, pour le bien de leur peuple, c'est-à-dire le Togo et les Togolais en général. Le mouvement est déjà lancé. Comment voyez-vous l'avenir de votre initiative dans les 5-10 années à venir? Je peux vous rire et vous dire que j'espère bien que d'ici 5 ans, le mouvement citoyen uni pour l'intégration soit au pouvoir. La fameuse question, 124 partis politiques et mouvements politiques au Togo, pourquoi prendre l'initiative ou sinon le risque de lancer un 125e? Nous ne serons pas un mouvement politique de plus, inutile. Et nous sommes un mouvement politique différent, comme tous les autres sont différents. C'est le terrain qui détermine et c'est le terrain qui juge. C'est par le terrain qu'on juge. Donc, permettez-moi de vous dire, de nous observer pendant une année et à l'issue de la nouvelle année qui commence aujourd'hui, vous me direz si les citoyens unis pour l'intégration ont été un vent ou un mouvement inutile dans l'échiquier politique togolais. Merci. Ou non. Merci, Dr Folioku. Nous sommes comme ça arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais j'espère que vous serez la première abonnée à notre mouvement dès la fin de cette émission. Ce sera avec joie que je vous recevrai en tout cas sur ce plateau pour justement partager avec nos téléspectateurs les projets à venir au sein de votre mouvement. Merci à vous de nous avoir suivis sur Niveau d'Info.